la première question que je vais te poser, justement, quand je te parle de l'intuition, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Le magnétisme animal, c'est pour moi c'est l'angle de l'intuition que je préfère regarder, consulter, si tu veux. C'est comme ça que je la vis, que je l'aperçois. Pour moi, c'est simplement le magnétisme animal. C'est-à-dire comment l'animal a l'information d'une manière totalement magnétique, sensitive, tellurique, j'ai envie de dire, tu vois, venant du sol. Mmh. Et je pense que pour nous, humains, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que on est des êtres électromagnétiques et notre part magnétique se charge de faire le tri, si tu veux, de l'expérience. En gros, c'est comme si on était un aimant, va venir se coller à toi tout ce qui est toi et va Mmh. être repoussé de toi tout ce qui n'est pas toi. Tu vois, d'où en fait, si tu veux, le flirt entre l'intuition et la loi d'attraction, puisqu'il y a cette histoire de d'aimant en dessous. Mais je parle de la loi d'attraction version Lobvet, hein, c'est-à-dire version gravitation terrestre, pas version comment obtenir une piscine, une bimbo et une Ferrari en moins de 3 semaines. Ah ouais. Ouais. Mais voilà, pour moi, l'intuition, c'est ça, c'est le magnétisme animal. D'accord, et ça se concrétise comment chez nous, l'être humain, cette intuition? Alors, en général, l'animal prend la main lorsque on se retrouve en situation de survie. C'est-à-dire que chez nous qui avons l'habitude de se vendre la possibilité de gérer le processus, si tu veux, on a l'impression qu'on peut contrôler notre processus de vie, obtenir des bonnes expériences, rejeter des mauvaises, croiser des bonnes personnes et ne pas en croiser de mauvaises quand on les qualifie comme ça. Mmh. Et en fait, tout ceci est notre part électrique, c'est-à-dire la part qui raisonne, qui pense, qui réfléchit, vise, fait des plans, calcule, etc., et qui est ultra nécessaire, hein, qui n'est pas à opposer Je n'entends plus à une rien. autre version. Mais chez nous, l'intuition prend la main lorsque l'animal reprend la main, c'est-à-dire lorsque notre système de survie nous demande aux reptiliens d'agir. Donc pour moi, c'est là qu'on est le plus intuitif, lorsque d'un seul coup, c'est ce qu'on appelle aussi le sang-froid, si tu veux, lorsque un danger met notre survie en jeu, notre intuition va prendre la main, on saura exactement quoi faire, quoi pas faire, dans quelle position se mettre, quoi dire, comment agir, sans avoir à réfléchir. D'accord, c'est une sorte de processus automatique, puisque le reptilien, c'est vraiment, Oui. on réfléchit plus, on agit sans même savoir pourquoi. Exactement, c'est ça, c'est la lymphe qui va réfléchir. Oui, c'est une espèce de mode automatique. Donc pour moi, l'intuition, c'est là qu'elle est la plus évidente, lorsque donc on agit avant de penser. La plupart du temps, on s'éloigne de l'intuition tout simplement lorsqu'on est à la quête de son intuition, puisqu'on ne peut quêter qu'avec la part électrique. Donc chercher son magnétisme avec son électricité est une sorte de non-sens. Effectivement. Et du coup, pour toi, le magnétisme, si je comprends bien, c'est quelque chose qui vient d'abord du cerveau, Non, d'abord du sol. d'abord du sol. C'est lorsque le cerveau justement j'ai envie de dire, bascule dans un système où c'est ta sensation qui va donner l'ordre et non plus ta réflexion. Tu vas savoir quoi dire et comment agir par ta sensation, et ta réflexion, elle sera en retard par rapport à cette immédiateté, si tu veux. D'accord, OK. Et du coup, la question qui me vient, c'est comment, tu peux essayer consciemment d'avoir accès à ton intuition, hem, Alors c'est simple, l'intuition en fait, elle va surgir lorsque, tu, tu agis avant de te demander pourquoi tu agis, ou mmh. lorsque tu parles avant de te demander qu'est-ce que tu vas dire. Donc chez moi, l'intuition, je l'ai, fortement développée lorsque je me suis, complètement débarrassé de la notion du vrai. C'est-à-dire que tant que j'avais la notion du vrai et du faux, c'était toujours mon cerveau qui se mettait en route avec, dire le vrai et éviter le faux, comme une espèce d'automatisme, inculqué Mmh. très tôt, dont je Mmh. pouvais pas me débarrasser. Et lorsque, j'ai vraiment ressenti, dans ma vie, dans mon corps, à quel point tous les gens dont je pensais qu'ils avaient faux, disaient l'exacte vérité selon eux,
Mmh. J'ai compris en fait que le vrai était réellement partout, que le faux était une espèce de fantasme né de notre comparaison entre nos résultats et les résultats des autres. Mmh. Et quand j'ai capté que en fait tout était vrai en ce monde et que donc tout était faux, qu'il n'y avait pas des choses vraies et des choses fausses, mais que tout était vrai et tout était faux dans le sens de chaque expérience est réelle et chaque expérience est un rêve dans un rêve. Hein, tu le sais quand tu médites et quand tu t'éloignes de ton point d'ancrage, tu te rends compte si tu veux que on est une espèce de projection, on ne sait pas exactement si on est là ou si on observe, si on est vraiment dedans, si c'est vraiment nous ou si c'est une projection de nous. Enfin, tu sais, cette espèce de notion bizarre où, quelque part, parfois, on perd la sensation de notre identité. On ne sait pas si on se rêve ou si on existe. Ah, c'est intéressant parce que quand j'ai fait mes recherches justement sur l'intuition, j'ai appris, je pense que tu dois être au courant, mais John Lennon, par exemple, et Robin Williams, on leur demandait, mais comment vous avez réussi à écrire cette chanson qui est juste fantastique? Et ils ont répondu, c'est simple, cette chanson, en fait, je l'ai entendue dans mes rêves. Mhm. Ouais, ouais, c'est marrant. Là, je viens de me prendre un bon frisson. Là, moi, dès que j'entends Robin Williams, je plonge dans son expérience. Je me sens Ouais. super proche de cet homme-là. J'en parle souvent en masterclass. Et il y a effectivement, je reçois des gens comme ça, si tu veux, qui, eux, ont un rapport avec leurs rêves qui leur permet de visiter des mondes, ramener de l'information. Il y en a chez qui ça passe par le rêve. Mhm. Et ce que tu dis à propos de John Lennon et de Robin Williams me renvoie, tu sais, à ces gens qui disent l'histoire, en fait, je ne l'ai pas imaginée, je l'ai ramassée par terre. Mhm. Je suis parti marcher dans la forêt et il y avait qu'à se baisser, l'histoire, elle était là, quoi. Mais effectivement, c'est du même ordre. Et moi, quand je bosse, en tout cas avec l'intuition, c'est exactement ce qui se produit, c'est-à-dire que je n'ai jamais besoin de chercher, j'ai juste besoin de dire ce qui est déjà là. En fait, je ne fais que mettre en mots un truc qui est sous mon nez. C'est comme quand tu cherches des champignons dans la forêt. Mhm. Tant que tu les cherches, tu les vois pas. Quand tu as trouvé le premier, tu vois tous les autres. Pour moi, l'intuition, elle fonctionne comme ça, c'est-à-dire que je vois rien et à un moment donné, je dis qu'il y a un champignon et du coup, tous les champignons apparaissent. Du simple fait que je dise il y en a un, les autres, ils deviennent là. Pour moi, mon intuition, elle est comme ça, c'est-à-dire que si tu veux, Arnaud, pour bosser, j'ai dû faire une bonne crise d'orgueil et dire ça n'est pas possible que Franck Lobvet ne sache pas quelque chose. Mhm. Tu vois, et chez moi, ça marche vraiment comme ça, par l'orgueil. Donc j'ai décidé que je ne pouvais pas ne pas savoir un truc. Donc quand on me pose une question, même si la réponse n'est pas complète, j'ai quelque chose à dire dessus. Donc ça fait de moi un mec vachement chiant parce qu'il a toujours un mot à dire, et puis toujours en plus des semi-vérités. Donc je m'érige en espèce de faux spécialiste de tout et n'importe quoi. Tu sais, comme un mec qui touche Mhm. à tout et donc touche à rien. Tout à Je fait. suis spécialiste en rien et incapable de vraiment développer une conversation profonde sur un thème. Par contre, j'ai un avis sur chaque thème. Donc, c'est un côté chiant, voilà, quand on discute avec un mec relou qui fait semblant de tout savoir sur tout. Par contre, ce qui est génial, c'est que il n'y a pas la part du doute et du coup, il y a effectivement une réponse qui jaillit en face de n'importe quelle question. Et, Mhm. et pour moi, c'est une façon de puiser dans mon intuition. Je me demande pas si je sais ou si je sais pas, si c'est vrai ou faux. Je dis ce qu'est là. Et est-ce que du coup, ça a un rapport avec la confiance en soi, puisque il faut avoir sacrément confiance en soi quand même pour se dire, ok, de toute façon, j'ai une question, j'ai quelque chose qui va venir tout seul. C'est ça. Alors Mm. si tu veux aller juste un peu au-delà du truc, je n'ai pas confiance en moi parce que, avoir confiance en soi, c'est le moyen qu'on a de contourner, la part de nous dont on a l'impression qu'elle lutte contre nous. C'est-à-dire, quand on a confiance en soi, c'est on se dit, «Je suis, pas compétent, mais j'ai la foi», c'est-à-dire la croyance, en l'idée que la compétence va surgir au bon moment. C'est dire un truc du genre, «Je ne peux pas vraiment m'appuyer sur moi, mais je vais travailler pour apprendre à me faire confiance». La confiance en soi, elle est basée sur la non-confiance en soi. On ne peut pas les séparer l'un l'autre. Dès qu'on veut avoir confiance en soi, on part du principe de base, du principe fondateur, qu'il y a quelque chose en soi qui lutte contre nous
et qu'il va falloir dépasser cette part de soi qui nous veut du mal ou qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. J'ai pas confiance en moi et je n'ai pas confiance en moi. C'est-à-dire que euh, j'ai même pas besoin d'avoir confiance en moi parce que c'est impossible que Franck se veuille du mal. Il n'y a pas de part de moi qui me veuille du mal et qui nécessite que j'ai confiance en moi pour passer au-dessus d'elle. Mm. Dès que je veux avoir confiance en moi, si tu veux, je rejoue avec une lutte entre moi et moi, entre la part non confiante et la part confiante. Je te propose en fait une autre version d'Arnaud qui est à l'étage du dessus, qui elle se fout éperdument de cette notion de confiance ou pas, parce qu'il n'y a pas besoin de te faire confiance parce que tu ne te trahiras jamais. La confiance et la trahison sont les deux faces d'une même pièce. Dès que tu veux avoir confiance en Arnaud, tu dis une part d'Arnaud peut le trahir. Ouais, j'avais jamais pensé à la confiance en soi de cette manière-là, et j'avoue que ça me fait vraiment réfléchir, et j'aime beaucoup cette image de la double face en fait. Parce que je suis quelqu'un qui pratique beaucoup le feng shui, et notamment, tu connais la règle, hein, c'est de l'équilibre et de l'harmonie, et justement entre le yin et le yang, le but c'est de ne pas être yang ou être yin, c'est être au centre, c'est-à-dire trouver ce point d'équilibre. Oui, j'ai une autre version. Parce que, si tu veux, Arnaud, ce point d'équilibre, il crée beaucoup de souffrance chez les chercheurs. Parce que ils cherchent ensuite la voie du juste milieu. Hmm. Tu vois, par exemple, je pollue et je suis écolo, je vais chercher la voie du juste milieu. Je sais que je dois travailler sur moi dans mon couple, mais je sais aussi qu'il faut que je me fasse respecter par l'autre, je vais chercher la voie du juste milieu. Je sais que je suis fait de bien et fait de mal, d'ombre et de lumière, et je vais chercher la voie du juste milieu. Et ça emmène les chercheurs sur une espèce de danse sur un fil est un fil du rasoir, qui est assez Hmm. précaire, et dont on tombe régulièrement soit dans le côté sombre, soit dans le côté lumière. Hmm. Là où moi, en fait, plutôt que de proposer un point d'équilibre, je propose un point d'englobement où je ne cherche plus à être en équilibre entre le yin et le yang, mais en étant le parfait paradoxe dans son entièreté. Je suis totalement le yin, totalement le yang. Les deux peuvent s'exprimer tour à tour et je n'ai aucun besoin d'équilibrer l'ensemble qui est équilibre par nature, pas par mon action, mais par nature. Le yin et le yang ne nous attendent pas pour qu'on leur donne un point d'équilibre. Ils sont équilibrés de nature, ainsi que l'électron et le neutron sont les phases positives et négatives de notre matière et n'ont pas besoin de nous pour chercher le point d'équilibre. Ça me parle bien parce que effectivement, dans la notion d'équilibre tel qu'on peut peut-être le comprendre de manière basique, on a l'impression peut-être de faire un double compromis en fait, et de n'aller dans aucune, enfin vraiment d'aller dans aucune direction. C'est-à-dire que Exactement. on choisit même pas quoi. On dit tiens je vais faire ça à moitié et ça à moitié, mais en fin de compte il n'y a pas de résultat dans les deux côtés. Exactement. Hmm. Exactement. Et si tu veux, moi, ce que j'ai observé chez les chercheurs je dis chercheurs, hein, je sais pas pourquoi, spontanément, mais aujourd'hui, ça part comme ça, chez ces gens qui font un travail d'introspection, c'est que cette quête de point d'équilibre, elle finit simplement par ajouter un flic de plus dans la tête des gens, un espèce de juge qui donc est le garant de la balance, puisque c'est ça la justice, Hmm. et qui donc décrète des points à gauche, des points à droite, et finit par faire de nous des êtres totalement fliqués, totalement terrorisés à l'idée de descendre, de faire pencher le plateau d'un côté ou de l'autre dans une quête d'équilibre qui en général, effectivement, comme tu le dis, c'est compromis à gauche, compromis à droite. Alors que non, je suis totalement con et à la ramasse et en même temps totalement merveilleux. Je laisse les choses s'exprimer tour à tour et ça n'est pas à moi de veiller à l'équilibre. La nature est équilibrée et c'est ma façon de la concevoir qui est qui la rend si injuste. C'est parce qu'on a le nez tellement près de la feuille, tellement trop près du tableau qu'on ne voit pas le tableau d'ensemble et qu'on a le sentiment d'une injustice, d'une imperfection, de quelque chose qui devrait être corrigé, alors que en fait c'est simplement notre œil qui est trop près de la feuille. Si on voyait ça de plus loin, on verrait la perfection de l'équilibre de l'ensemble et on verrait à quel point ça n'est pas nos prérogatives que de s'occuper de l'équilibre. Alors justement, moi ça m'évoque une autre question qui va faire un rappel par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, En fait, je me suis demandé, quand tu expliquais au niveau de l'intuition comment ça fonctionne, etc., je me suis dit, tiens, l'intuition, en fait,
si on s'entraîne d'une certaine manière, on peut y avoir accès plus facilement. Oui Et et selon non. toi, comment on pourrait faire? Ouais, je Comment on comprends. pourrait faire pour s'entraîner? Alors, déjà, on peut aller regarder, comment ce phénomène s'applique. C'est-à-dire que, lorsque quelqu'un est à la quête de son intuition, l'idée sous-jacente d'obtenir, le retour de son intuition, c'est de faire des choix sans se tromper. La notion qui est en dessous de faire des choix sans se tromper, c'est la peur de la mauvaise voie. Et lorsque on est assailli par la peur de la mauvaise voie, on est au fond, si tu veux, Arnaud, en train de jouer avec la bonne voie, la mauvaise voie, le bonheur, le malheur, le bien, le mal. Et Mmh. comme je t'expliquais tout à l'heure, l'ennemi absolu de l'intuition, c'est justement la question du vrai, la question du bon, la question de la bonne voie par rapport à la mauvaise, du vrai par rapport au faux, du juste par rapport à l'injuste. Et du coup, la plupart du temps, comme la quête d'intuition est au fond posée sur la quête sous-jacente qui est je veux diriger ma vie vers le bonheur, vers le bien, vers la bonne personne, vers le bon métier, au fond, la recherche même, c'est prendre le sens inverse de l'intuition, puisque c'est l'idée de se mettre à contrôler le bien. Donc on voit déjà que ça, c'est vraiment à remettre en place. Là, il y a déjà une question à propos de l'intuition, c'est qu'est-ce que tu souhaites en faire? Si l'idée, c'est ne plus se tromper, bah, tu comprends donc que c'est l'antithèse même de l'intuition qui demande d'accepter l'idée de se tromper a priori. Tout à fait d'accord. Mmh. OK? Donc Mmh. il y a vraiment ce truc-là à aller voir. Ensuite, si effectivement on veut jouir, du plaisir de l'intuition, pas dans la quête, de vivre quelque chose de bien, mais dans la quête de la rencontre avec des parts de soi plus profondes, c'est-à-dire de savoir, de entrer en contact avec nos parts plus ataviques, plus animales. L'idée, c'est effectivement d'oser se mettre à agir sans bonne raison et à parler sans pouvoir étayer son propos. Dire les choses parce qu'elles sont là et non pas parce qu'on peut les prouver, les étayer ou les démontrer. Donc, effectivement, si tu veux retourner à l'animal intuitif, demande quelque part de renoncer à l'animal social qui, lui, en fait, a besoin d'être, validé, d'étayer son propos, de pas être un rêveur, de pas, d'avoir les pieds sur terre et donc de pouvoir défendre son point de vue. Défendre son point de vue est aux antipodes de l'animal qui va laisser jaillir, heu, ce qui a à jaillir. Mmh. Heu, Maintenant pour, peut-être, renouer avec l'intuition, moi je pense qu'il y a un petit exercice qui peut être sympa, qui est de se ménager ce que j'appellerais, une fenêtre de folie. C'est-à-dire, tu imagines que Arnaud, tous les jours de 5 heures à 6 heures, il s'octroie le droit total d'être fou. Ça me plaît bien. En générant, si tu veux, un espace dans lequel il dit: «OK, là pendant 1 heure, j'ai le droit de dire les plus grosses conneries, j'ai le droit de faire n'importe quoi, j'ai le droit d'agir n'importe comment». Je me ménage un endroit qui est un endroit cadré, délimité pour avoir le droit d'expérimenter ce que je suis lorsque je suis, désinhibé, lorsque je m'en fous, lorsque je me donne le droit d'être fou. Dans ce moment-là, j'ai le droit de parler aux nuages, j'ai le droit de parler à un réverbère, j'ai le droit de parler avec les anges, j'ai le droit de dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe où, j'ai le droit de m'habiller comme je veux, d'agir comme je veux, de m'asseoir par terre ou pas, je fais ce que je veux pendant 1 heure. J'ai le droit d'être dingue. D'accord, donc du Et coup, ça permet, si tu veux, de ne pas essayer de mêler ça à son quotidien mmh, dans des moments où la vie, le travail, le rôle social nous empêchent, d'avoir le droit d'accéder à cette folie. du coup, si je comprends bien, en fait, c'est une façon de se déconnecter de son mental. Oui, on pourrait le formuler comme ça. Alors là aussi, j'ai trop vu de personnes se mettre à se battre contre leur mental en pensant que c'est l'ennemi, Mmh. pour, le formuler comme ça. Si je ne veux pas le formuler comme ça, c'est parce que effectivement le mental va avoir heu on pense que c'est le mental qui a ce rôle, de nous rendre, socialement acceptables. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas son boulot. Le véritable, travail du mental, c'est de te remettre des expériences, qui sont qui n'ont en fait ni queue ni tête, de les remettre dans une expérience qui, toi, t'apparaît comme linéaire, comme étant normale, comme étant une suite de conséquences normales et c'est ça le véritable travail du mental.
En fait, ton sentiment d'avoir un hier, un demain, d'avoir été là il y a 5 minutes et que notre conversation ait un début et une fin et qu'elle ait une progression, ça, c'est le travail du mental qui, lui, se charge de mettre tout ça dans une corrélation, quelque chose de filé, comme une métaphore filée, et qui te donne ce sentiment de cohésion et de cohérence. Alors que lorsque le mental cesse son activité, tu t'aperçois en fait qu'il n'y a aucun lien direct entre ce que tu as vécu il y a une seconde et ce que tu vis maintenant. Donc le mental, son travail, c'est de mettre tout ça dans une linéarité. La deuxième fonction du mental est de mettre l'énergie en forme, puisque tout n'étant que mouvement énergétique, notre réelle vision devrait nous renvoyer à une espèce de soupe énergétique permanente, où on ne devrait être que dans un brouillard d'ombre, de lumière et de mouvement. Lui, en fait, nous transforme cette bouillabaisse, cette bouillasse d'énergie en forme. Une table, une chaise, une personne, de l'air, un chewing-gum, un cahier. Et lui, en fait, nous donne la forme de l'énergie. Donc ça, c'est la véritable fonction du mental. Elle est très souvent confondue avec l'ennemi de l'intuitif ou l'ennemi du corps, parce que les gens se mélangent les pinceaux sur la fonction du mental en croyant en fait que le mental est une machine parce qu'on a besoin, si tu veux, d'ennemis, qui est la machine à faire de la raison, faire du pognon, faire de la matière, faire de la notoriété, faire de la pensée. On fabrique un mental qui serait l'ennemi de notre être authentique, naturel, spontané. Là où, en fait, sans le mental, il n'y aura pas d'expérience de cet être authentique et spontané. D'accord. Et du coup, bon, le mental, on le déconnecte de l'intelligence. Et du coup, est-ce que l'intelligence pourrait être nuisible à l'intuition? Alors là, non, une fois de plus, une fois qu'on a nommé le mental comme ça, on pourrait pas remplacer le mot par intelligence. Hmm. L'intelligence, elle est justement parfaitement intuitive, magnétique et animale. L'intelligence, elle est justement cette intuition de par où il faut chercher. C'est l'intelligence, si tu veux, c'est ce qui nous donne la réponse avant qu'on ait trouvé le chemin de la réponse. Et je le mettrai pas en opposition. Je dirais que si on cherche quel est l'obstacle à l'intuition, je dirais plutôt que c'est la peur d'accepter d'être seul. Voilà le véritable obstacle à l'intuition. L'intuition, elle va te renvoyer à agir sans raison, parler sans raison, penser sans raison, c'est-à-dire sans l'aval d'autres personnes qui font comme toi. Hmm. L'obstacle à l'intuition, c'est penser par soi-même, c'est ne pas oser penser par soi-même, c'est ne pas oser agir par soi-même. Donc j'irais plutôt, si tu veux, non pas chercher l'ennemi à l'intérieur, mais plutôt à l'extérieur dans le sens, puisque évidemment c'est un peu alambiqué tout ce que je dis, en essayant de simplifier. À l'intérieur de toi, ne considère plus d'ennemis. Ton mental ne va pas contre toi, ton intelligence ne va pas contre toi, rien ne va contre toi. Et lorsque tu ne considères plus d'ennemis à l'intérieur de toi, tu n'as plus besoin d'avoir confiance en toi, puisque rien ne joue contre toi. Lorsque tu es à cet endroit-là, tu peux laisser ce qui est naturellement magnifique, puissant, omniprésent, s'exprimer quand il veut à travers toi. Le seul obstacle, c'est vas-tu avoir le courage d'exprimer ça librement face au poids de la conscience sociale qui te demande d'être validé, d'être cohérent, d'être congruent et de dire ce qu'on doit dire pour être aujourd'hui politiquement correct. Hmm. Bah, d'où la nécessité de ton exercice, hein, qui permet de s'accorder peut-être 1 heure de folie de temps en temps pour dire de rééquilibrer justement ça C'est ça, et de préserver ce côté c'est ça. intuitif. Mais si tu veux, et on se connaît pas, mais si j'ose puiser dans ta propre expérience, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré. Hmm. Pour moi, tu as rencontré l'intuitif chez toi lorsque l'homme que tu étais devenu euh, ne supportait plus d'être vu par le monde tel qu'il était vu. Si tu veux, en fait, je te donne une image. Je pense que tu as forgé un personnage, le personnage nécessaire à plaire à tes parents, à la société, etc. Hmm. Et à un moment donné, en fait, on t'a tellement renvoyé l'image de l'homme que tu étais devenu que il est devenu naturel pour toi que le personnage qu'on te présentait était tout sauf toi. Et du coup, tu t'es naturellement opposé à la conscience sociale.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as dit, si je continue d'être la personne qu'ils attendent que je sois, si je continue d'être la personne que j'ai fabriquée pour eux, je meurs. Donc, Exactement. Mmh. donc l'intuition revient, puisque d'un seul coup, tu te permets de ressentir ce que tu avais toujours ressenti, mais que tu avais dû éteindre pour forger le personnage que tu avais besoin de vendre dans les débuts de ta vie. Et à un moment donné, tu as tellement bien réussi à faire ce personnage, tu étais devenu tellement puissant dans ce faux Arnaud, que la clarté était obligatoire. Quand on te mettait ce faux toi sous le nez, toi, au fond, savais à quel point ce type était loin d'être le mec que t'es. C'était tellement flag, tellement énorme, et tu avais tellement bien réussi à être cet homme que du coup, ça devenait évident que tu ne l'étais pas. Pour d'autres, tu vois, qui ont plus de mal à incarner le personnage qu'on leur demande d'être, c'est plus difficile à identifier. Mais toi, tu as été tellement bon dans ton mensonge qui t'a, je veux dire, crevé les yeux à toi-même. Mmh. Tu sais, moi, je me suis vu à un moment donné, j'ai fait l'armée. J'étais objecteur de conscience, et puis finalement, mes histoires de couple et de machin ont fait que finalement, j'ai dit, OK, je fais pas objecteur de conscience, je vais faire mes 10 mois, je vais faire l'armée, et voilà. Et je me suis retrouvé un jour face à mon miroir dans mon uniforme, droit comme un i, fier comme si je venais de je sais pas quoi, comme un gamin qui joue au cow-boy. Mmh. Et j'avais, si tu veux, mais tellement bien réussi à être le faux mec que, en fait, en me regardant, je pouvais que rire. Tu vois, c'était. Et après, quand on me renvoyait ce mec-là, ça ne faisait qu'agrandir l'espèce de fossé immense entre le personnage que j'avais construit et moi, ce que je savais de Franck. Et moi, Mmh. c'est un peu ça que tu me renvoies, quoi, tu vois, comme un gars qui a eu 2 vies et qui, à un C'est moment donné, en fait, l'affaire était tellement grosse qu'il était obligé de se rendre compte que là, non, il y avait délire. c'est exactement ça. Et je m'en souviens comme c'était hier. C'est-à-dire que ça c'est ancré dans mon cerveau. Je revois tout à fait la scène. Je me souviens encore de ce que je voyais, de ce que j'entendais et la réflexion que je me suis faite. Et là, tout a changé pour moi. Ma vie a complètement basculé. Ah ouais, c'est quoi l'image que tu as? Bah, j'étais dans le métro parisien et je revenais de mon travail après une dure journée. Et j'étais debout, je me souviens, parce qu'il n'y a pas de place assise. Et il y avait tu sais, les lumières qui passent, ça faisait comme des Oui, flashs, oui. un peu un effet stroboscopique. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Comme ça. C'est venu comme ça, hein, il n'y avait pas de prémisse, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et très peu de temps après, ben, je quittais tout, appartement à Paris, campagne, travail, et je partais faire un tour du monde. Et puis voilà, toute ma vie a changé à ce moment-là. Et enfin, ce sont les meilleures décisions que j'ai jamais prises de ma vie. Alors, je peux te dire un truc dingue à propos de ton souvenir si précis de l'effet stroboscopique. Ouais. J'ai eu pas mal d'expériences extrasensorielles assez dingues dans ma vie qui, si tu veux, m'ont fait sortir du clivage j'y crois pas, c'est vrai, c'est pas vrai. Tu vois, parce que en fait, pour moi, c'est devenu des expériences tellement fortes et tellement fondatrices et vécues avec tellement de réel que il y a pas de débat à l'intérieur pour moi pour ce genre de truc. Une des expériences les plus fondatrices, j'avais une vingtaine d'années. Et à l'époque où évidemment j'étais quand même pas mal en train de jouer à l'apprenti sorcier, je jouais à ce qu'on appelait le derviche tourneur. Alors l'idée c'était je me mettais debout dans une pièce où il y avait une source de lumière comme une fenêtre. Je tendais mon bras avec mon pouce levé devant moi et je tournais 21 fois sur moi-même en comptant les passages quand je passais devant la source lumineuse. Mmh. Donc tu tournes très vite comme ça, avec ton pouce devant toi, et une fois que tu as fait tes 21 tours, tu t'arrêtes, tu écartes un peu les jambes, tu baisses ton bassin pour pas tomber par terre parce que tu viens de tourner très vite, tu recherches ton centre, et puis là, simplement, tu t'assois et tu te calmes. J'ai fait ça pendant un certain temps, et un jour après ce truc-là, lorsque je m'assois et que je m'arrête, je revis entièrement ma naissance. C'est-à-dire que je revis ma naissance, mais vue du dessus. Donc, je vois ma mère, je la vois avoir mal, je la vois avoir la contraction, je la vois perdre les os, je la vois appeler le taxi, je la vois monter dans le taxi, je suis le taxi qui l'emmène jusqu'au, etc., etc. Et je vis toutes les étapes. Mais bon, l'enjeu, c'est pas de raconter ma naissance, mais je revois tout ce truc-là. Mmh. Et j'ai refait une expérience comme ça, totalement dingue,
suite à un moment où j'avais fait un voyage en voiture et il y avait des longues routes avec des platanes. Et sur le long des platanes, j'avais exactement le même effet qu'avec le derviche tourneur, c'est-à-dire l'effet stroboscopique dont tu parles. Tu sais, la lumière du soleil qui tape, qui s'éteint, qui tape, qui s'éteint dans le platane. Et là encore, en fait, j'ai fait, euh, disons que j'ai récupéré carrément des pans de mémoire entiers. Et en fait, en cherchant un peu plus loin et en demandant à quelques sources autorisées qu'est-ce qui se produisait là-haut, il s'avère qu'avec l'effet stroboscopique, ton mental, justement, n'arrive plus à te livrer les choses en linéaire et donc fait ressurgir chez toi des mémoires d'espace-temps différents, d'autres émanations, et tu as d'un seul coup des sources de sagesse, des informations, des mémoires qui sont chez toi mais auxquelles tu n'as plus accès qui ressurgissent. Intéressant. Ah ouais, tiens. Et en fait, c'est l'effet stroboscopique de la lumière sur le cerveau qui crée ce truc-là. Alors, je ne sais pas par quel processus. Et bon, je demande aux gens de ne pas jouer au con avec ça, hein, évidemment, parce que Ouais, il l'idée, doit, c'est pas de se mettre bien dans, sûr. Je les ai pas cherchés, ces moments-là. Elle est Mais en tous en fait, boîte. c'est marrant, en fait, que tu aies vécu ça suite à ce genre d'expérience aussi, quoi. Mais c'est pas la plus grande intuition, c'est-à-dire que la plus grande intuition que j'ai vue, c'est juste après, au tout début de mon tour du monde, dans les 3 semaines, je suis à Las Vegas et j'attends un spectacle du Ciel du Soleil. Je vais me promener dans une galerie photo. Et là, en fait, je regarde une photo et je reçois quelque chose dans la poitrine et je me dis, c'est ça que je dois faire. Alors moi, j'étais pas photographe, je faisais de la photo en tant qu'amateur, c'est-à-dire 5 semaines par an pendant mes vacances. Aucune formation, je connaissais pas et je connais toujours pas Photoshop d'ailleurs. Et je me dis, c'est ça que je dois faire. Mais c'était tellement fort que même ma petite voix qui me disait, mais Noir Arnaud, t'es nul, puis enfin, t'y connais rien, puis ils vendent de la photo plus comme eux, enfin, ils ont mis des dizaines d'années avant de pouvoir le faire, t'y arriveras jamais. Mmh. Mais c'était tellement puissant que je l'ai fait. Et donc, un an après, parce que du coup, j'avais postulé des concours photo. Un an après, en fait, j'avais déjà mes 2 premières récompenses dans le plus grand concours international de photo. Et ça n'a fait que continuer. C'est-à-dire que 2 ans après, j'avais plus de 55 récompenses, une médaille d'or à Tokyo, une exposition au César Palace à Las Vegas, dans la même galerie où j'ai eu ma révélation. Ce qui est Ouais. assez dingue, en fait. Tu comprends pourquoi j'ai un intérêt particulier pour l'intuition? Oui, et c'est ça. Et en fait, moi, tout ce que je peux te dire pour l'intuition, c'est elle sait parfaitement te trouver au bon moment. Ouais. Et c'est juste à toi de lui foutre la paix. Mais justement, surtout ce qu'on se disait, Ouais. j'étais dans un mental très positif, dans le sens où j'étais libéré de plein de choses. J'étais dans une vraie liberté. J'étais en voyage, j'avais pas de pression du temps, j'avais pas de pression de l'argent, j'avais pas la pression d'un travail. En fait, voilà, j'étais complètement déconnecté de tout, mais connecté à moi. Voilà, dans vraiment le sens positif du terme. C'est-à-dire que voilà, je me faisais plaisir, je n'avais aucune contrariété, aucune contrainte. Et, et je me demande si ça n'a pas joué un rôle justement pour que je puisse recevoir ce genre de message en fait. Ouais, éventuellement. Moi, je pense que ce qui lâche, c'est quand tu cherches pas. Hum. C'est juste ça qui, pour moi, se produit. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus dans tout ce que tu viens de raconter, c'est la quête de récompense. Hum. Tu vois, il y a plein de gens qui font de la photo depuis longtemps et jamais personne ne postule. Tout à fait. Ouais. Et c'est assez marrant, en fait, de voir un des aspects de ta personnalité qui est le revanchard. Exactement. Et Bien vu, c'est puissant, c'est bien puissant. vu. Et je trouve ça intéressant parce que justement, là, on voit à quel point justement le désir de revanche peut être un moteur parfaitement acceptable pour sa propre réalisation, entrer en connexion avec soi, et qu'il n'y a pas que des versions dites lumineuses. C'est là qu'on voit que voilà, plonger dans une partie que d'aucuns pourraient qualifier d'ombre, qui est le besoin de faire ses preuves, besoin de revanche, ou voilà, bah, en fait, est une source parfaitement légitime pour la vie, pour s'exprimer. Ça n'est pas qualifiable en bien ou en mal. C'est une source comme une autre. Ouais, parce qu'en plus, tu me le dis ça, moi ça me parle. Je n'avais pas identifié. Moi, ce que j'avais identifié, c'est je m'étais dit, dans ce domaine-là, si je veux réussir, il faut que je rentre par la grande porte tout de suite. Ça veut dire qu'il faut que je fasse des concours. Et je me disais même à l'époque, je vais faire des concours comme ça, je vais me démontrer qu'effectivement je suis nul et je pourrais penser à autre chose.
Tu vois un peu le process? Ouais, ouais, je comprends, ouais, je comprends. Ce qui n'a pas été le cas. Donc j'étais surpris. J'avoue, franchement, quand j'ai vu les récompenses, j'ai dit, mais c'est bizarre, il y a mon nom à côté. Enfin, ils se sont trompés, franchement, hein. C'était assez étrange. Bien, et maintenant? Bah, maintenant, c'est quelque chose que je continue à faire, que je développe. Alors, je ne fais plus beaucoup de concours parce que je fais plus beaucoup de photos, mais c'est toujours quelque chose qui est important pour moi et que je souhaite développer. OK, et c'est quoi qui est important pour toi? C'est la photo ou les concours? Pour, pour moi, c'est la photo. Les concours, c'est, en fait, si tu veux, on est toujours empreint de doute. Et le fait que tu aies des professionnels qui te disent, bah, tes photos, elles sont bien, c'est un côté rassurant. Ouais. Et ensuite, ça m'ouvre aussi des portes. C'est-à-dire que l'expo que j'ai faite à Las Vegas, bah, c'est quand même assez exceptionnel dans une carrière d'être appelé. C'est-à-dire que moi, je n'ai même pas envoyé de CV ou de portfolio quoi que ce soit. On m'a appelé pour que j'expose. Mmh. Et, en fait, c'était ma stratégie parce que je me dis quand on a un objectif, ça c'est mon côté très rationnel Ouais, ouais, j'entends. qui revient, c'est quand on a un objectif, on doit quand même avoir un minimum une stratégie. Et je me suis dit, ben, moi, j'ai pas envie de perdre 10 ans, j'ai envie de vivre maintenant de ma passion, j'ai envie de vivre maintenant de ça. Donc, comment je peux faire? Ben, je me dis, bah, de toute façon, c'est simple, teste-toi et tu verras, et tu verras. Et du coup, en plus, si tu gagnes des concours, il y a des gens qui vont te remarquer, tu pourras faire même les couvertures de magazines, des expositions, etc. Et cette stratégie a été payante. Mais je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, il y a des millions de photographes qui jamais de la vie penseraient, ne serait-ce qu'à faire un seul concours. Ouais, tout à fait, Mm. tout à fait. Et alors du coup, ton père est fier de toi? Bah, mon père est décédé, donc je ne sais pas. Oui, mais c'est pas la question. Je pense qu'il doit l'être, ouais, tout à fait. C'est évidemment, je dis ça parce que la photo, en fait, c'est immortalisé. Mm. Hein, tu vois où je veux en venir? Ouais, ouais, mais t'es très fort. Très, très fort. Et donc, du coup, pour revenir à toi, justement dans ta vie, est-ce que tu te souviens de moments justement très intuitifs où ça, ça a basculé, il y a quelque chose qui a vraiment changé? Mmh, non, non, j'ai pas ce sentiment-là. En fait, il y a un truc, si tu veux, c'est que, heu, j'ai beaucoup d'ambition, mais je me suis jamais donné le moindre moyen, le moindre effort ou la moindre stratégie pour parvenir à quoi que ce soit. Mm. Je suis vraiment, vraiment beaucoup trop, feignant, heu, pour, heu, pour réaliser quoi que ce soit. Donc voilà, il y a de l'ambition, mais elle reste, totalement à cet endroit-là. Du coup, ma vie a été une succession de non-choix. Mm. Tu vois, j'ai pas pris de direction, j'ai pas opté, j'ai pas renoncé à un truc pour un autre, c'est une succession de non-choix, de celui qui va simplement vers ce qui est facile. Et en fait, quand je regarde tout ça avec, recul, je m'aperçois d'à quel point c'est rond, d'à quel point ça a du sens, d'à quel point, de petit pas en petit pas, tout ceci mène, vers l'endroit où je suis, content d'être moi. Mais n'ayant, jamais eu le courage de me donner les moyens de mes ambitions, du coup, j'ai pas pu m'éloigner, non plus de ce qui est naturel chez moi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, de flash intuitif me ramenant sur la bonne route, puisque en fait, je m'en étais jamais réellement éloigné parce que trop feignant pour marcher, quoi. Ah ouais, c'est intéressant ça, effectivement. L'intuition, c'est censé nous ramener sur le bon chemin aussi, en fait. Absolument, en fait, Ouais, c'est ce qui se passe, hein. Moi, j'appelle ça l'élastique de la vie. ouais, très intéressant. Tu Mm. sais, quand tu as un boulot, une gonzesse, un appart, que tu as le nez dans le guidon depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis d'un seul coup, l'élastique, il te ramène sur ta route d'une seconde à l'autre et en une semaine, tu perds, appart, boulot, gonzesse et tu es à Mm. poil et tu pars. Donc Exactement. j'ai vécu ça, 3 fois entre, 17 et 27 ans Mm. et puis, plus jamais après. C'est-à-dire que, après ma vie a été une succession de non-choix tranquille, quoi.
Donc, tu vois, c'est un truc bizarre parce que pour les gens, souvent, c'est quelque chose de négatif que de se voir dans leur flemme ou dans leur procrastination ou dans les non-choix. Mais finalement, ma succession de non-choix m'amène exactement au même endroit que si je m'étais battu comme un chien pour y arriver, quoi. Mhm. Je pense que je ne peux pas me mettre les pieds ailleurs que là où c'est bon pour moi, quoi. D'accord. Comme tout le monde, en fait, hein. Il y a juste ceux qui le savent et ceux qui le savent pas, quoi. Et en fait, dans la définition de l'intuition, tu sais, on parle de pressentiment. Donc il y a Mhm. le côté émotionnel, mais il y a aussi le côté un petit peu, c'est comme s'il y avait une ligne de temps. C'est un peu comme si le pressentiment, ce qu'on disait, tu disais tout à l'heure, c'est j'ai l'information, peut-être même d'avant d'être sur le chemin. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment, c'est comme si en fait le moi du futur venait me donner une information pour me guider, pour me C'est revenir. exactement ça. C'est D'accord. exactement ça. Et l'information arrive par le sentiment. Donc ça, c'est vraiment important ce que tu es en train de dire là. Mhm. C'est que c'est pas une communication verbale. Ce n'est pas vous n'allez pas entendre des voix qui va vous dire attention, prends ton appareil et va dans la forêt, il va t'arriver ça. C'est juste que toi, quand tu te balades dans ce hall-là et que tu regardes les photos, ton double du futur t'envoie le sentiment que tu auras 2 ans plus tard. Point barre. C'est tout ce qui se passe. Mhm. Tu vois, ce que tu es en train de ressentir, c'est la joie qu'il y a d'être reconnu et exposé à cet endroit-là. Alors que dans l'espace-temps, tu as encore pris 0 photo et tu es en train de regarder le travail d'un autre. Mhm. Mais le sentiment que tu as, c'est un sentiment qui vient du futur. Et effectivement, l'intuition, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en disant que c'est l'endroit que vous trouvez lorsque vous vous débarrassez du vrai et du faux. C'est donc l'endroit qui existe lorsque tu te débarrasses de l'espace et du temps. Donc du vrai et du faux. C'est exactement le même truc. C'est ce qui est là de toute éternité. Le magnétisme animal, c'est exactement ça. Le chat, il s'en va avant que le feu de cheminée prenne. Mhm. Tout à fait. Ouais, tu as ton feu dans la cheminée, les flammes sont hautes et machin. Et toi, quand tu vas entendre le bruit caractéristique du conduit qui est en train de prendre feu et du truc, tu regardes, le chat, il est paré depuis, ça fait déjà 1 minute qu'il est sorti, avant que le drame arrive. C'est intéressant parce que du coup, on revient au tout début de l'interview où tout de suite tu es parti sur le côté animal. Ça m'a surpris, j'avoue, parce que c'est une approche que je n'ai jamais entendue. Mais ça fait sens parce que effectivement là tu boucles la boucle et c'est vrai que il y a pas mal d'animaux qui détectent les tempêtes, les chevaux, les choses comme ça, parce qu'ils sont vraiment, je pense encore plus que nous connectés à leurs reptiliens. Bah, c'est ça, s'ils sont tout simplement pas euh, envahis par l'espace et le temps comme nous, avec notre urgence de demain et de se trimballer les fardeaux d'hier. Mm. Il y a un nettoyage, une mise à jour de la mémoire, puisque en fait, ce sont des êtres qui restent totalement connectés à euh, leur collectif. Si tu veux, c'est comme si nous, humains, on avait des égrégores, c'est-à-dire un collectif de pensée qui nous appartient, Mhm. et on y reste étanche, nous. C'est-à-dire que on n'a pas une conscience permanente d'être relié à tous les humains par ce biais-là. Là où les animaux, eux, sont en constante connexion avec ce niveau-là. C'est comme s'ils avaient la conscience de leur individu et puis simultanément la conscience de leur collectif. Du coup, ils sont constamment dans cette source d'information. Et c'est pour ça qu'ils ont l'information avant nous. Bah, d'ailleurs, ça me rappelle une histoire, un truc assez intéressant, même dingue. C'est ils ont vu en fait des singes qui, il y avait voilà, une membre de famille de singes qui avait, en lavant leurs fruits, ils s'étaient rendu compte que bah, ils tombaient beaucoup moins malades, etc. Enfin, ça se passait bien pour eux. Et en fait, ils ont constaté qu'une autre famille de singes, complètement à l'opposé de l'île, qui était quand même très très éloignée, bah, ils ont quasiment eu la même information au même moment. Ils ont commencé à laver les fruits au même moment. Oui, c'est ça, ouais. Ça s'appelle la loi du centième singe. Oui, c'est ça. C'est aussi si tu vois, tu prends une chèvre d'un troupeau et tu la mets dans un champ éloigné. Ouais. Et si tu mets le feu au champ où il y a le troupeau, quand tu allumes le feu, tout le troupeau part en courant et la chèvre qui est dans son champ à des kilomètres de là part immédiatement, exactement en même temps et dans la même direction que tout le reste du troupeau. Mhm. C'est ça, ils sont, si tu veux, en connexion avec un esprit collectif. Et c'est pour ça, en fait, que n'étant pas dans une linéarité de temps, bah, les informations peuvent arriver du futur comme du passé à chaque instant présent. Ce qui est aussi valable chez nous, hein.
Et c'est pour ça que je vous propose de ne pas vous en occuper. C'est-à-dire de ne pas s'occuper de l'intuition, c'est laisser la porte libre à son intuition. Mmh. Et c'est elle qui vous trouve, pas nous qui la trouvons. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'on revient sur les sens, les émotions. On a 5 sens, mais on dit toujours le sixième sens. Le sixième sens, qui est donc l'intuition. Et on a souvent tendance à dire que l'intuition, c'est plutôt, en tout cas, les femmes y ont accès plus facilement. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord en fait parce que on va dire voilà globalement que juste une femme accepte plus de ressentir qu'un homme, puisque on nous vend depuis le début que un homme moins il ressent, plus il est un homme. Mmh. Donc on a une tendance naturelle nous à verrouiller hein, notre certains centres d'énergie le plus tôt possible pour faire preuve de maturité, de virilité. Mmh. Là où en fait une femme ne va pas verrouiller ce centre d'énergie, mais au contraire l'ouvrir encore plus à sa puberté, là où l'homme va le fermer encore plus à sa puberté. Mais euh, ça me fait penser à un autre truc, si tu veux, à propos de laisser l'intuition nous trouver. Mmh. De ne pas aller à sa rencontre, mais de la laisser nous trouver au moment où on en a besoin. Euh, L'idée, je puise ça chez toi, hein, je me permets j'ai puisé cette info chez toi et je me permets de la renvoyer dans tout le groupe. Mmh. Je remarque en fait que tu as vécu tes flashs intuitifs, de là où je regarde, hein, c'est que ma vérité une fois de plus. Tu as vécu ces flashs intuitifs comme un cadeau du divin. C'est-à-dire que si je comprends comment ça fonctionne dans ta psyché, là, j'ai le sentiment que tu as eu le sentiment à un moment donné, comme si le divin t'avait pris par la main, ou montré une voie, ou ouvert une fenêtre pour te dire va, c'est par ici, c'est par là. Il y a quelque chose chez toi qui dirait presque il m'a été donné de voir. On m'a montré, comme si tu sais ça venait de l'extérieur ou comme si on t'avait ouvert une fenêtre ou comme si on t'avait reconnecté à quelque chose. Et il y a eu plusieurs fois en fait dans notre dialogue ce truc que tu sous-entendais comme si on t'avait fait un cadeau. C'est tout à fait ça. Mmh. Et j'aimerais en fait que tu te débarrasses de cette notion-là. Mmh. Il y a personne à l'extérieur pour te faire un cadeau. Puisque la vie, en fait, ne fait que magnétiquement t'envoyer ce que tu envoies, c'est-à-dire répondre à ton émission, à ce que tu aimais. Mmh. Donc, personne t'a fait de cadeau, tu as que ce que tu mérites. Ouais, puis moi, ce que j'ai bien retenu, c'est cette notion d'élastique. Ça m'a bien parlé. C'est assez parlant. J'ai retenu aussi que, bah, en fait, pour laisser passer l'intuition, il y a du lâcher prise, hein, pour avoir confiance. Donc, c'est du lâcher prise. Il y a le moment présent, un peu comme les animaux, hein, ils sont dans le lâcher prise, moment présent. Ils sont connectés aussi à des vibrations peut-être autres. Euh, On comprend qu'on se mécomprend. hum, Tu veux, Arnaud, euh, le lâcher prise. Tenter de lâcher prise, c'est tenir. hum, Penser qu'on lâche prise, c'est tenir. Dire j'ai lâché prise, c'est tenir. Dire je suis en train de lâcher prise, c'est tenir. Le lâcher prise est un phénomène qui doit nous échapper. C'est malgré nous. C'est ça, justement, lâcher prise. Euh, Si j'insiste en fait sur cette sensation de cadeau, hum, du sentiment d'avoir été soutenu par l'invisible, quel que soit le nom qu'on lui donne, hum, si j'insiste sur ce truc-là, c'est parce que je vois que tu es en train de chercher la bonne attitude qui t'a valu d'avoir été béni. Comme si tu cherchais à retrouver le mood spécial qui est une espèce de mélange entre le lâcher-prise, la confiance, l'abandon à la vie, l'espèce de cocktail parfait que tu avais ressenti lorsque la première fois tu t'es senti touché comme ça, hum. invisible, et que au fond, en fait, tu es en train de rechercher cette posture pour que Dieu recommence de te parler comme il t'a parlé à l'époque.
Évidemment, sous Dieu, tu mets absolument tout ce que tu veux, hein. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, tout à fait. Et si je te parle de ça, c'est parce que du coup, en fait, ça t'emmène toi dans une quête du point d'équilibre, dans une quête, de, marcher sur le bon fil, dans une quête de lâcher prise, dans une quête d'instant présent. Là où l'instant présent, tu ne peux pas le quitter, tu n'as jamais passé la moindre seconde en dehors de cet instant. Donc le chercher, c'est s'en éloigner. Là où la quête de lâcher prise et chaque tentative de lâcher prise est une façon de tenir d'une manière encore plus sournoise. Donc au fond, tu ne peux absolument rien faire pour te rapprocher de cet état. Mmh. Et si tu veux, tu n'as pas là à retrouver une espèce de disposition idéale qui fait que tu aurais, comme qui dirait, ouvert une fenêtre qui fait que le divin, l'invisible, aurait pu enfin te toucher et communiquer avec toi. Ce que tu as vécu, au contraire, est quelque chose qui est à Arnaud, fabriqué par Arnaud, parce qu'Arnaud est Arnaud, parce que tu portes ce nom, parce que tu portes cette énergie, parce que tu es l'homme que tu es. Et ça n'est pas un cadeau, ça n'est pas un truc que tu peux trouver, ça n'est pas un truc que tu dois trouver, c'est un truc qui est à toi, que tu utilises quand tu veux. C'est un pouvoir, pas un cadeau. Et quand tu as ramené le truc chez toi comme ça, et que tu arrêtes de remercier le ciel pour un truc qu'il t'a jamais donné, puisque le ciel ne fait qu'être le reflet de ce que tu aimais, c'est toi que tu remercies, c'est chez toi que tu ramènes ce pouvoir-là, et tu ne cherches plus l'attitude qui plaît à l'invisible. Tu te rappelles simplement que quelle que soit ton attitude, quel que soit ce que tu es en train de faire, que tu sois dans un métro ou que tu sois à Las Vegas, quand Arnaud a besoin, Arnaud est là. Et là, il n'y a plus de je cherche la bonne attitude. C'est toi la source de pouvoir. C'est toi le Dieu en expérience. Et il n'y a eu aucun cadeau dans tout ça. Ni de papa dans les nuages, ni de notre Père dans les nuages, ni de personne qui te voudrait du bien. C'est juste parce que Arnaud est Arnaud. Tu n'as que ce que tu mérites. Ça me parle bien. En tout cas, c'est vraiment une vraie bonne matière à réflexion pour moi, effectivement. C'est une histoire de, si tu veux, ramener le pouvoir à l'intérieur et se débarrasser complètement de l'idée qu'il y aurait des attitudes qui apportent du cool et des attitudes qui apportent de la merde. Alors qu'au fond, en fait, c'est ce que j'aimais, c'est-à-dire quelle est l'intention énergétique se déployant autour de moi, qui est mon expérience. Ouais. Si tu veux, pour ramener ça dans du concret, en ce moment, je suis un peu en boucle là-dessus, mais j'en profite, je sais qu'il y a des auditeurs, et puis que, tu vois, ça, l'idée, c'est de renvoyer de l'information. Ouais. On a beaucoup parlé des animaux là dans notre dialogue tous les deux, Mhm. et on a vu que les animaux étaient parfaitement intuitifs. Et on le sait aussi, tu sais, dans la communication avec les humains, si un chien sent la peur que tu as, il va lire ton intention. De même, n'importe quel animal, finalement, va lire ton intention, savoir si l'énergie que tu déploies est menaçante ou pas pour lui. Tout à fait. Mm. Donc, les animaux ont une lecture de l'énergie que tu déploies. Et même si tu dis à un animal, viens mon petit, avec une voix douce, si ton intention c'est de lui faire du mal, il va le sentir. On a vu également en fait que les plantes réagissaient au même truc. Une plante en fait va sentir, quand quelqu'un entre dans la pièce, elle va sentir l'émission d'intention de cette personne. Qu'est-ce qu'elle est en train de dégager? Heu, donc on comprend, si tu veux, que les plantes et les animaux sont capables de lire les intentions sous-jacentes, c'est-à-dire l'énergie qu'on déploie autour de nous. Eh bien, en fait, les humains savent exactement faire la même chose. Les humains, lorsqu'ils se rencontrent, ont aussi cette lecture-là, c'est-à-dire que toi, quand tu rencontres un autre humain, tu sens immédiatement quelle est l'énergie qu'il déploie. Et malgré son langage, même s'il a un langage policé, gentil, nanani, nanana, si l'énergie qu'il dégage est menaçante, tu vas sentir cette menace. C'est ça, en fait, ce qui se déploie de nous, qui agit magnétiquement. C'est-à-dire que c'est ce que j'aimais qui va faire que je vais vivre certaines expériences ou en repousser certaines, fonction de l'énergie que je porte. Ah, ça me parle super bien parce que mon ancien métier, c'était directeur des ressources humaines. OK. Et forcément, bah, j'étais amené à rencontrer des gens, souvent pas contents d'ailleurs. Et j'arrivais à déterminer leur humeur. Oui, J'arrivais à, voilà, c'était rien qu'en les regardant, je comprenais. bien sûr. Mm. C'est cette sensation-là, en fait, cette émission d'énergie, c'est avec elle que tu produis la vie d'Arnaud.
Mmh. puisque en fait, c'est avec elle que tu filtres la réalité, de manière magnétique, de manière à ce qu'il t'arrive certains trucs et repousser certaines autres expériences. Donc en fait, si tu veux, si on parle de l'intuition comme, d'un gouvernail, je parlerais, peut-être plutôt de me donner le droit d'agir intuitivement, c'est-à-dire d'agir, hem, non plus en fonction, des attentes autour de moi, mais, simplement en fonction de l'homme que j'ai envie d'être ou de la femme que j'ai envie d'être. Et de rester simplement dans cet état-là, c'est-à-dire de me permettre d'agir comme cette personne-là, à mon avis, c'est, c'est ce qui va laisser le plus de place au dialogue avec ton intuitif. J'irais en fait pour, répondre vraiment à la question que tu me poses depuis le début, qui est comment pouvoir contacter, son intuitif d'une manière plus quotidienne et pouvoir, intégrer ça à sa vie. Pour moi, j'irais sur, l'idée de, oser de plus en plus vivre sa singularité, c'est-à-dire agir comme Franck agit, agir comme Arnaud agit et Mmh. non pas comme Franck doit agir ou Arnaud doit agir. C'est, agir comme j'agis, comme l'homme que je suis au fond agit. Parler Mmh. comme l'homme que je suis s'exprime et penser comme je pense. Et plus je vais oser vivre cette singularité, plus je vais pouvoir ressentir justement le magnétisme et l'intuitif qui sous-tend tout ça. C'est, tout à fait d'accord, hein, ça me parle vraiment et ça fait justement l'objet de tout le travail que je fais actuellement avec mes clients. Justement, on parle beaucoup d'identité Mmh. et de vibrer, vraiment pleinement dans son identité, personnelle et forcément professionnelle Ouais. et ouais, c'est très, très important, ouais. Et du coup, Franck, ça fait presque 1 heure là Ouais. et il y a eu beaucoup, beaucoup de matière. Si, tu devais donner, je sais pas, un dernier conseil à nos auditeurs ou, il y a peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé qui semblerait important pour eux, ce serait quoi? Je me suis dit un jour, ça colle avec ce que je viens de te dire là, mais, heu, si, je me suis posé la question de si, je devais, dire les derniers mots à mon fils. J'ai plusieurs enfants, Mmh. j'ai un grand-fils qui aura bientôt 17 ans et je me disais, si, je sais que je m'en vais là et que, je veux lui dire une dernière chose pour lui, je me suis dit que, hem, évidemment je lui dirai: «Je t'aime» parce qu'il faut pas sous-entendre ces choses-là, il faut les dire. Mmh. Donc je les dirai une fois de plus, mais, le message serait: «Trompe-toi, trompe-toi et trompe-toi encore». C'est vraiment ce que j'aurais envie qu'il comprenne. Et si je lui demande de se tromper, c'est parce que, je crois que tout ce qui arrive dans notre vie arrive par, miracle ou par erreur, qui sont des synonymes. Miracle, erreur, hasard, on peut appeler ça comme on veut, mais je crois que à chaque fois qu'on se trompe, on met les pieds au bon endroit. À chaque fois qu'on fait ce qu'on n'aurait pas dû, on se relie miraculeusement avec, notre profondeur et que finalement, plus, on essaye de contrôler le bateau et le processus qu'on appelle une vie, plus on est à contre-courant, plus on rame à contre-courant et plus on accepte cette sensation de se tromper, cette sensation qu'on va dans le mur, cette sensation que: «Mais c'est n'importe quoi, mais où ça me mène?» et plus on accepte cette sensation-là, plus en fait, on laisse la main à une part de nous qui nous dépasse, mais nous dépose à bon port, si tu veux. Et moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est trompez-vous, trompez-vous et retrompez-vous encore parce que votre plus bel amour, vous le vivrez par hasard. Votre métier si merveilleux, vous le rencontrerez par hasard et ainsi de suite parce que c'est le hasard qui fait bien les choses, c'est pas nous, quoi. Donc je dirais ça, trompez-vous. Merci Franck, c'était, en tout cas moi ça m'a personnellement, touché très, très profondément parce que j'ai eu l'impression que c'était mon père qui me parlait et qui me disait exactement les mots, dont j'avais besoin d'entendre. Donc c'était assez fort. Donc Merci. merci pour ça. Et puis merci pour toute cette matière, toute cette bonne énergie que tu as apportée pendant toute cette heure. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'est vraiment cool et j'ai hâte de te croiser en vrai et de trinquer avec toi. Avec grand plaisir, j'ai hâte aussi. J'ai hâte C'est aussi. cool. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toi. À bientôt j'espère. À bientôt Salut. Franck. Merci.